Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Cai Ruiyue. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui est le deuxième d'une série sur l'histoire d'une pionnière de la danse contemporaine à Taïwan, Cai Ruiyue, qui avait été formée au Japon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle était revenue à Taïwan pour y développer la danse. Nous avons commencé à parler la semaine dernière à l'occasion du 28 février, date qui a marqué l'histoire moderne de Taïwan, puisque le 28 février 1947 marque la répression du gouvernement nationaliste du KMT sur la population taïwanaise qui s'insurgeait de corruption, de mauvaises pratiques et de tout un contexte qui n'allait pas. Et donc, suite à cela, Cai Ruiyue, en 1949, est aussi incarcérée. Elle a été victime de cette période de la terreur blanche et passé 3 ans dans différentes prisons pour être finalement libérée en 1953. C'était là qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la sortie de prison ne signifiait pas pour elle la fin de ses ennuis, loin de là. Elle avait l'interdiction de quitter le territoire, elle était surveillée, et le KMT au gouvernement continuait à faire appel à elle pour des représentations. Ondine Xiao, qui est aujourd'hui à la tête de la fondation culturelle de Cai Ruiyue, depuis que celle-ci a quitté Taïwan en fait, et Yogi, une danseuse de cette école depuis plus de 30 ans, m'ont raconté ensemble l'histoire de Cai Ruiyue. Ondine retrace la sortie des prisons de Cai Ruiyue et les débuts de son école de danse. Bien que Cai Ruiyue n'ait été emprisonnée pendant 3 ans, quand elle a trouvé cet endroit à sa sortie de prison et a commencé à y enseigner la danse, le ministère de la Défense du Kuomintang lui a envoyé quelqu'un pour la surveiller. Il venait tous les matins et ne partait que lorsque les cours étaient terminés le soir. Elle était surveillée en permanence. À l'époque, le Kuomintang lui demandait de se produire chaque fois qu'il y avait des invités étrangers ou des dignitaires importants. Elle n'était pas payée et on la prévenait tout juste 1 ou 2 jours à l'avance. Elle ne savait pas où elle devait danser, ni pour qui. Les assistants ou les autres professeurs de danse qui l'accompagnaient étaient aussi dans le flou. Mais quand le gouvernement demandait d'y aller, on n'osait pas refuser. Et cette situation a continué pendant longtemps. Malgré les difficultés, elle continue à enseigner, à mener des échanges avec des artistes et des compagnies de danse internationales, souvent des États-Unis et du Japon. Elle travaille principalement la danse contemporaine, mais aussi le ballet, les danses traditionnelles de différents pays. Elle a plusieurs centaines d'élèves. Parfois, le gouvernement l'autorise à participer à des activités à l'étranger. Parfois, ses projets sont avortés. Parfois, on la charge de faire des représentations et puis on lui met des bâtons dans les roues. Cette pression du KMT s'exerçait en permanence et de différentes manières, notamment par des difficultés à garder son studio de danse. Yogi continue le récit. Pendant l'ère japonaise, cet endroit était une propriété privée, mais après que le KMT ait repris Taïwan, la ville de Taipei a considéré qu'il s'agissait d'une propriété municipale. La ville a souvent interféré et a augmenté arbitrairement le loyer plusieurs fois. Ceci et d'autres éléments ont poussé Cai Ruiyue à quitter Taïwan pour l'Australie. En 1983, alors que la loi martiale n'est toujours pas levée à Taïwan, elle le sera en 1987, Cai Ruiyue déménage en Australie pour vivre et travailler avec son fils, qui est également danseur, élève d'Elizabeth Cameron Dallman. Elle poursuit ses échanges internationaux et son étude de la danse plus librement. À Taipei, l'école de danse qu'elle avait fondée est laissée à sa belle-fille, Ondine Xiao, et à sa sœur Grace. Yogi explique. Le studio a continué à fonctionner, porté par les professeurs qui sont restés sur place. Mais en 1994, la mairie de Taipei a publié un avis de démolition. Plusieurs maisons japonaises individuelles des environs avaient déjà été détruites. Cai Ruiyue a lancé le mouvement artistique de Taipei en 1994, un grand mouvement qui invitait toutes les compagnies, les troupes artistiques de Taïwan à lutter à travers l'art et un mouvement culturel contre la démolition forcée du lieu. Un exemple de protestation que Yogi et Ondine n'ont pas mentionné, mais qui apparaît dans un documentaire au sujet de Cai Ruiyue, c'est qu'en 1994, parmi ces protestations, donc, 3 personnes se sont suspendues en l'air à une grue à peu près 15 étages de hauteur, sans descendre et sans manger pendant 24 heures. C'était la veille de l'arrivée d'un typhon. Et Ondine et Yogi faisaient partie toutes les deux de ces personnes.
Chen Shui-bian est devenu maire de Taipei en décembre 1994 à l'occasion des premières élections municipales organisées, et lorsque Tsai Joyue est brièvement revenu à Taipei en décembre 1997, Chen Shui-bian s'est engagé à préserver le lieu. Il a gardé ce poste de maire jusqu'en décembre 1998, mais n'a pas réussi à être réélu, et Ma Ying-jeou, le candidat du KMT, a pris sa suite. Ma Ying-jeou a cherché à nouveau à détruire le lieu. La municipalité de Taipei a annoncé en juillet 1999 le projet de faire passer le métro par là et de construire un centre commercial. Les protestations ont continué depuis 1994 jusqu'en 1999. Mais encore avec le KMT, lorsque Ma Ying-jeou a pris la tête de la mairie de Taipei, un nouvel arrêté municipal est arrivé comme quoi ils allaient reprendre ce lieu. Nous avons à nouveau fait venir des experts pour évaluer le lieu et voir si nous pouvions demander à ce qu'il soit reconnu patrimoine historique. Tsai Joyue était d'accord de donner ses archives historiques. Lorsque la demande a été approuvée, nous étions très contents. Cela faisait déjà 6 ou 7 ans que nous nous battions pour préserver ce lieu et nous avions enfin gagné. Rassurés, nous avons commencé à y redéménager les objets de valeur de Tsai Joyue, les costumes, tous les enregistrements de représentation, les décors peints, etc. Mais 2 jours après que l'avis de reconnaissance en tant que bâtiment historique a été publié, le studio a été incendié. À peine quelques semaines après l'annonce du projet de démolition, la demande de reconnaissance en tant que patrimoine historique a été déposée en juillet et le dossier a suivi son parcours bureaucratique. Tsai Joyue avait presque 80 ans. Elle est revenue à Taïwan pour la 2e fois depuis son départ en Australie à ce moment, fin septembre 1999, avec le projet de remettre en scène ses anciennes chorégraphies. Le studio a été reconnu patrimoine historique de la ville le 28 octobre et le 30 octobre à l'aube, l'incendie a eu lieu. Je peux comprendre. J'ai grandi sous la loi martiale. J'ai rejoint le studio Tsai Joyue en 1992. Avant que cet endroit ici ne soit incendié, le parc forestier de Da'an était un bidonville. Et comme la mairie voulait ce terrain, ils l'ont incendié et des gens sont morts. Ensuite, ils ont pu vite tout nettoyer. Ce n'est pas le seul exemple. Ils ont utilisé cette technique pour d'autres endroits aussi. Ici, nous étions rassurés d'avoir obtenu le titre de patrimoine historique de la ville. Le grand frère d'Ondine avait l'habitude de dormir là pour garder le lieu depuis 1994. Il y avait toujours quelqu'un ici la nuit. Une fois qu'on a été reconnu patrimoine, le chef du bureau de la culture de la ville de Taipei est venu nous demander s'il y a bien des allées anti-incendie et si des gens dormaient ici le soir. On était vraiment surpris. Des allées anti-incendie étaient toujours prévues autour des bâtiments japonais. C'est une distance de sécurité entre 2 maisons pour éviter que le feu ne se propage et permette d'évacuer. Des gens sont venus demander ça et le lendemain, un incendie a été déclenché dans la nuit. Ondine se rappelle encore très bien ces moments. C'est elle qui avait montré au chef du bureau de la culture les lieux. Il s'est arrêté au milieu de l'allée anti-incendie et a demandé « Est-ce que quelqu'un dort ici la nuit ?» Je lui ai dit que oui, il y avait du monde. Comme nous avons vu que les autres endroits que la ville voulait récupérer avaient été incendiés, nous étions très prudents. Et il y avait toujours quelqu'un. Ce soir-là, mon frère s'est retrouvé entouré de flammes. Il a eu très peur. Heureusement, il connaissait un chemin pour s'échapper. Quand il est sorti, il tremblait de tous ses membres. Il a eu beaucoup de chance de survivre et il croyait qu'il allait mourir parce que tout le bois brûlait. Et très vite, c'est la sauvegarde du studio qui est devenue le point focal. Ensuite, il a aidé à éteindre l'incendie. Comme j'habite à Xindian, lorsque j'ai appris la nouvelle le lendemain, tout avait déjà brûlé. Mais j'ai entendu que dans la nuit, les pompiers s'étaient arrêtés à l'entrée de la ruelle et ne tiraient pas le tuyau d'eau. Ça leur a pris 1 demi-heure pour tirer le tuyau et commencer à éteindre l'incendie. La caserne des pompiers est juste en face, à moins de 5 minutes. Donc en fait, c'est tout le processus d'extinction de l'incendie qui a été retardé. Avant, juste à côté du studio, il y avait la banque de Taipei, avant qu'elle ne fusionne avec Fubon, et la banque avait une caméra dans la ruelle. Nous sommes allés à la police demander la vidéo de cette caméra lorsque nous avons été portés plainte et on a pu voir qu'il y a une personne haut gradée qui a l'air de donner des ordres et 2 personnes qui portent un casque de travail, qui portaient 2 seaux chacun et qui ont fait un salut militaire avant de s'engager dans la ruelle. Ensuite, c'est l'incendie.
Pour Ondine, il est évident que ce salut est le signe de quelqu'un qui va exécuter un ordre, et il est facile de deviner d'où vient cet ordre. Et puis, il y a 4 points de départ de feu. Ce n'est pas un court-circuit. Tout a brûlé très vite. Comme c'est fait en bois, le toit s'est complètement effondré. Pour le parquet, comme de l'eau avait été déversée, le bois était imbibé d'eau. En arrivant au début, on a vu que tout était brûlé, mais après quelques jours passés à tout nettoyer, on a réalisé que le parquet avait juste une toute petite partie de brûlé au milieu. Sinon, le sol sur lequel on a l'habitude de danser était quasiment intact. On a pleuré. C'est très important pour nous. Le parquet est vivant. C'est l'endroit où tout le monde danse et il n'a pas brûlé. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière présenté par Florian Dai pour RTI. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de cette série autour de la vie de Tsai Jue-yue.